Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Bon, c'est particulier de démarrer tout seul, sans question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions types qu'on a l'habitude de me poser, comme ça me fait un lancement, et puis après je répondrai à vos questions si vous en avez. Ça me paraît plus simple. La première question type, c'est l'intention de départ. Elle est logique. L'intention de départ, c'est que j'en avais marre d'entendre parler de Lampedusa comme on entend parler régulièrement dans les reportages. Il y a un peu un reportage type qui est fait sur Lampedusa où on se préoccupe beaucoup des migrants, et c'est normal. Et si on demande à quelqu'un dans la rue, en tout cas en France, mais encore qu'en Italie peut-être aussi un tout petit peu, mais surtout en France, puisqu'au départ ce livre est écrit en français, c'est qu'on ne sait rien de Lampedusa. Tout le monde connaît le nom de Lampedusa, et Lampedusa porte le paradoxe d'être à la fois médiatique et méconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose de cette île, vous un peu plus que les autres certainement, mais 20 km², 5000 habitants, et à part ça, on n'entend pas parler d'eux dans les reportages, puisqu'il est souvent question des migrants, du maire, enfin de l'ancienne maire, des ONG, des gardes-côtes qui vont sauver des vies, mais qu'on a toujours une vision très déformée de ce qu'est la vie à Lampedusa. Et il me semblait important de porter la parole des insulaires, parce que des insulaires, on ne sait jamais rien. Il y a 5000 personnes qui vivent, qui doivent faire leur vie, comme nous tous, qui doivent être heureux, fonder une famille, se réaliser, faire marcher l'île, l'économie de l'île, et qui doivent aussi répondre à la première urgence de leur quotidien, qui est souvent sauver des vies. Et dans ce contexte-là, personne ne s'est occupé de ce que pouvaient vivre ces gens-là. Je m'explique. Dans les années 2000, au tout début, il arrivait souvent que les pêcheurs ramassent dans leurs filets des corps d'Africains qui s'étaient agrippés aux filets, les grands filets que l'on lance à la mer pour pêcher le thon, et qui s'étaient agrippés aux filets et qui remontaient dans les filets. D'où le titre d'ailleurs... Pêcheur d'hommes, quand Luc l'avait écrit, il pensait évidemment à évangéliser des hommes, il ne pensait jamais que plus tard, cette expression arriverait au sens premier du terme et au sens littéral. Et ces gens-là, quand ils ont vécu, les pêcheurs de poissons donc qui ont pêché des hommes, quand ils ont commencé à en attraper quelques-uns, qu'ils ont vu des véritables scènes de guerre, parce que pour y avoir été confrontés, ce sont des scènes de guerre, des naufrages sont des scènes de guerre, et des gens qui meurent ou qui agonisent et finissent par mourir sur le pont d'un bateau avec des pêcheurs qui essaient de les sauver. C'est d'une violence rare. Et quand ils n'y arrivent pas, ils rentrent chez eux. Et à Lampedusa, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de psy, il n'y a pas de... Et il y a donc un traumatisme qui est permanent. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi et on doit vivre avec ça. À Lampedusa, il n'y a pas le luxe qu'on peut avoir en France et en Italie sur les débats pour ou contre l'immigration. Jouer avec les peurs de l'immigration. Ça n'existe pas. Même quelqu'un à Lampedusa qui est contre une politique d'accueil ou qui est contre l'immigration, quelqu'un qui va patauger dans l'eau, il va tendre la main. Donc il n'y a pas le luxe du débat. Il y a l'instinct du devoir d'humanité. Et je trouvais cet angle-là absolument incroyable et je me disais que seule la fiction et la littérature et un roman pourraient le porter à sa juste valeur. Un reportage de journaliste est toujours scientifique, très factuel. Je dirais pas clinique, mais presque. Or, pour un roman comme ça, où on veut porter ce qu'est la vie des insulaires, je crois que la fiction est le meilleur moyen parce qu'on peut avoir le bouillonnement des émotions. Moi, je suis allé à Lampedusa et j'ai voulu me dépouiller de ma peau de journaliste quand j'ai eu envie d'écrire ce roman. Et donc, je me suis mis plusieurs jours tout seul à méditer sur des rochers, à circuler sur un scooter sans casque,
Là, en général, je fais une petite blague, je dis les cheveux au vent, ça marche toujours assez bien. Hein. Je vous la fais aussi quand même. Ça marche toujours. Et de s'arrêter, boire un verre, faire un tour en mer avec les pêcheurs, ressentir l'île, la vivre, et essayer de comprendre pourquoi des gens de 20 ans, alors qu'il n'y a rien sur l'île, 20 km², je le rappelle, pas de théâtre, pas de cinéma, enfin si, il y a une cabaye de Rai de cinéma, mais il n'y a jamais de programmation, c'était un cadeau de la Rai, mais visiblement ça n'a pas marché, pas de bibliothèque, pas de culture, donc une culture à inventer. Pourquoi des jeunes de 20 ans restent sur cette île alors qu'il n'y a rien à y faire? Moi ça m'interpellait, et je suis content d'avoir vécu cette expérience de Lampedusa en tant qu'individu attaché à la terre, parce que j'ai ressenti effectivement l'importance de ce qu'était la terre. Pourquoi on pouvait être attaché à cette terre, à ces éléments naturels, à ce contact avec le soleil, la mer, qui ressemble à aucun autre endroit. Et pourtant, en Italie, il y a plein d'endroits où on trouve la mer, là, et là, je ne sais pas pourquoi, et ça ne peut pas se décrire. Et donc, il n'y a que la littérature et la fiction pour porter ça, parce qu'un reportage devrait être scientifique et précis. Et pour un bouillonnement d'émotions tel qu'on peut le recevoir, un attachement à une terre, il n'y a que la fiction. Et la fiction, pourquoi? Parce que le personnage, il vous appartient à vous, lecteur, ensuite. Un reportage, je ne pouvais pas vous mettre dans le reportage. Dans un roman, il y a le processus d'identification. Et s'il y a le processus d'identification, alors vous allez sur l'île. Et si vous allez sur l'île, vous participez au tumulte. Parce que rien n'est simple sur l'île. Il ne faut pas croire que tout le monde est d'accord avec tout, comme partout. Et c'est aussi ce champ qui était intéressant à explorer. Comment tous ces gens-là ont vécu de 1992, la date où est né donc Niccolò, le personnage du roman, à 2017. Comment a évolué cette île? Et comment quelqu'un qui grandit à cet âge-là peut se réaliser, ou en tout cas essayer de se réaliser. Dans n'importe quelle insularité, le partir ou rester est la question que tous les jeunes se posent. Et là, elle se pose encore plus drastiquement, parce que, en dehors du fait qu'il n'y a plus rien à y faire, parce que l'économie touristique et l'économie de la pêche ont été ruinées par la crise des migrants, il y a en plus la crise des migrants à gérer en premier lieu. Donc, vraiment, pourquoi rester, ça... C'était quelque chose qui m'interpellait. Et ensuite, il y a aussi le fait que ces gens-là, on les renvoie tout de suite à la condition des migrants. Il y a un festival de musique qui a été créé, qui s'appelle Oscia. Pardon ? Ce festival de musique était entrecoupé de grandes déclarations sur l'immigration. Il y a les vacanciers, quand ils viennent, qui demandent toujours aux habitants de se déterminer par rapport aux migrants. Alors, quand même, tout ce qui vous arrive, c'est... Les journalistes, quand ils viennent et quand ils ont la présence d'esprit d'interroger les habitants, c'est alors, et les migrants. Bref, on leur demande toujours de se déterminer par rapport aux migrants et par rapport à ce qu'est leur île et ce qu'ils font sur leur île et pourquoi ils y restent. Il faut toujours qu'ils se déterminent par rapport aux migrants. Et quand on leur demande quand les habitants ne supportent pas les journalistes. Ils ne supportent pas les journalistes. Parce que justement, on les renvoie à cette condition. Ils ne supportent pas les vacanciers. Les vacanciers qui, pour pas tous, il y a ceux qui viennent évidemment profiter de l'île qui est un joyau naturel, mais il y a ceux aussi qui confondent l'île de Lampedusa avec un parc d'attractions de migrants. On vient là pour éventuellement Migrantland, voir si on voit des Africains qui ont risqué leur vie pour essayer de comprendre... Tout ça part peut-être d'un bon sentiment, mais ça crée une ambiance du coup très, très particulière. Et donc ils doivent toujours se définir par rapport aux migrants, et surtout ils sont à la fois les premiers protagonistes de ce qu'ils endurent, de ce qu'ils vivent, parce que c'est une violence quand même qui leur est imposée, et les témoins passifs. Parce que quand vous avez tous ceux qui viennent sur l'île, pour en s'en servir d'un théâtre médiatico-politique, c'est étourdissant, vertigineux. Matteo Renzi va venir un jour, quand il était Premier ministre, va venir pour fustiger l'Europe avec un balai de caméra. Il arrive le matin, il fait son show face à la mer et aux bateaux de migrants, et puis il repart le soir avec les journalistes. Les habitants ont vu passer tout ce beau monde.
Sergio Mattarella, président de la République, est donc venu inaugurer le musée du dialogue où il n'y a jamais personne, un bâtiment qui a coûté des millions, qui donne sur la mer et où il y a à l'intérieur 3 fois rien, sans se tourner vers les quelques artistes de l'île qui auraient pu être consultés ou qui auraient pu collaborer. Silvio Berlusconi est venu, il a dit dans 3 jours il n'y aura plus un seul migrant ici et pour vous le prouver je vais acheter une maison. Avec les caméras derrière lui, il est allé acheter une maison à Cala Francese. Il n'y est jamais retourné, il est reparti le soir même. Et il y a comme ça des exemples à l'infini, où l'île est une scène de théâtre et les habitants ont ce paradoxe d'être à la fois les spectateurs et pourtant les premiers protagonistes de ce qu'ils endurent au quotidien. Et je crois que voilà, toutes ces contradictions, tous ces paradoxes faisaient que j'avais envie d'écrire et en même temps de porter une documentation importante de ce qu'est Lampedusa. Parce que si Niccolò est un personnage fictif, si sa famille, ses amis sont des personnages fictifs, tout autour, ce sont des personnages réels qui existent et les faits sont réels. C'est-à-dire c'est un peu le principe de la petite histoire dans la grande histoire, sauf que si on fait un roman à Dallas en 63 sur l'assassinat de Kennedy, tout le monde connaît l'histoire par cœur, sauf que l'histoire de Lampedusa, personne ne la connaît. Mais là, c'est vraiment l'histoire de Lampedusa et qui remonte très très loin, puisqu'un historien qui est là-bas, qui venait de Naples, a fait un travail incroyable. Il s'est plongé dans les archives à Naples, puis à Lampedusa, pour essayer de reconstruire l'île, et j'ai travaillé avec lui sur ces questions-là, et on a pu travailler un peu ensemble sur cette histoire incroyable de batailles navales, de massacres, de terre à la fois pour les musulmans et les chrétiens, puis plus tard, au XXe siècle, les années 60, où à la fin des années 60, aucune autorité du gouvernement de Rome n'est venue sur l'île. C'est-à-dire un siècle après l'unité italienne, personne n'était venu encore à Lampedusa. Et à Lampedusa, pour attirer l'attention sur un problème d'infrastructure, ils décident de faire la manifestation du vote, c'est-à-dire de ne pas aller voter. Et ça, vous savez très bien que en Italie, s'il y a quelque chose qui marche bien, si on ne va pas voter, aussitôt Rome se pose des questions et dépêche quelqu'un. Et effectivement, ce quelqu'un arrive et voit que sur l'île, il n'y a rien. Il n'avait pas la télévision, il n'avait pas le téléphone, il n'avait pas d'aéroport. Nous étions en 1967. Et il y avait 2000 personnes qui vivaient là comme des ermites. Et donc, il crée le téléphone, l'aéroport, un petit aéroport, et la télévision. Et puis plus tard, pour vous dire comment tout s'est enchaîné, en 1986, Tripoli est bombardée et Kadhafi promet une riposte, et la riposte est qu'il va lancer 2 Scuds sur Lampedusa. Et là, tout le monde prend sa carte en disant Lampedusa, c'est où, c'est quoi? Et effectivement, les Italiens vont découvrir Lampedusa en 86 et s'apercevoir que c'est un spot merveilleux, à tel point que Kadhafi, évidemment, n'enverra jamais ses Scuds sur Lampedusa, mais en revanche, les Italiens déferlent en masse l'été 86 sur Lampedusa. Et ce qui fait que Kadhafi a été, malgré lui, l'office du tourisme de Lampedusa. Parce que d'un seul coup, tout le monde est arrivé. Et alors, les habitants de Lampedusa ont été dépassés, parce qu'ils n'avaient rien à l'époque. C'était des pêcheurs avant tout. Et donc, pour qui savait cuisiner quelque chose, pour qui avait une chambre à ouvrir, tout le monde s'est transformé en hôtelier, restaurateur, et l'île s'est développée. Alors aussitôt, plus tard, évidemment, les hôtels ont poussé, comme des champignons à la fin des années 80. Il y a eu l'envie de faire un spot de la jet set milanaise avec des hôtels, des restaurants, des discothèques qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'au début des années 90, la première vague de migrants est une vague de migrants qui va évidemment s'intensifier avec des cadavres, avec tout ce que l'on sait derrière, et qui fait que le tourisme va connaître un frein, et qu'il va connaître un double frein, parce qu'en même temps, Giusy Nicolini est élu, et Giusy Nicolini veut mettre un terme à ce tourisme de masse, à cette prolifération de plages saccagées, parce que c'est une toute petite île, et donc elle veut pas que les permis de construire soient
soit donnée et elle va se bagarrer à ce moment-là pour qu'un tourisme de masse ne se développe pas sur l'île. Donc tout ça fait que l'île doit se réinventer aujourd'hui et que, en étant comme ça dans les phares de l'actualité sans l'être véritablement, je trouvais que tous ces paradoxes méritaient une attention particulière. En tout cas, j'ai accouché de ce personnage en y allant, encore une fois, dépouillé de mes habits de journaliste et dans ces quelques semaines où j'étais là-bas pour ressentir la vie de l'île. Effectivement, c'est à partir de mes émotions que j'ai accouché de ce personnage. Après, j'ai voulu jouer avec la première vague de migrants. C'est-à-dire que les premiers Tunisiens arrivés, c'est en 1992. Donc je le fais naître en 1992. Et à travers un parcours initiatique d'une insularité où on doit se réaliser, je voulais en plus que ce personnage grandisse avec effectivement la crise des migrants qui s'intensifie au fur et à mesure qu'il entre dans l'âge adolescent. Et comment un parcours initiatique peut être perturbé par cette condition-là. Et ensuite, pourquoi m'amuser aussi avec le fait que partir ou rester, à un moment il va faire le choix de partir, parce qu'il doit suivre des études supérieures, et il part donc dans le nord. Là où ses amis de Lampedusa peuvent aller étudier à Palerme, lui, en fonction de sa vie amoureuse aussi, parce qu'une vie amoureuse à Lampedusa quand vous êtes adolescent, soit vous faites venir votre chéri qui vient, alors soit vous êtes avec quelqu'un de l'île, mais ça marche rarement, soit c'est quelqu'un de l'extérieur. Voilà, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et si c'est quelqu'un de l'extérieur, soit elle vient vivre à Lampedusa, soit c'est lui qui s'en va. Et venir vivre à Lampedusa, bon, voilà, il y en a quelques-uns qui sont venus, mais là, non. Et donc, lui, il décide de suivre sa compagne et il va dans le nord. Et dans le nord, il ne va pas s'intégrer. Je dis, évidemment, il y a beaucoup de gens du sud, des Pouilles, Calabre, Sicile, Lampedusa, qui vont dans le nord et qui s'y intègrent très bien, mais on peut aussi ne pas s'y intégrer. Et lui ne s'y intègre pas et découvre la condition de migrant. D'étranger en tout cas, parce qu'un Italien du Sud peut être considéré en effet parfois dans le Nord comme un étranger. Et cette dimension-là, il va le percevoir dans le regard des autres, parce qu'il n'a pas les codes. Quand vous avez grandi sur une île à Lampedusa où il n'y a rien, où il n'y a surtout pas de culture, la seule culture qu'il a, c'est le guépard qu'il regarde en boucle sur la Rai, parce que la Rai le diffuse en boucle, et il ne connaît pas, il est d'un seul coup dans un milieu étudiant, urbain, à Turin, plus ou moins cultivé, et là il est totalement largué, il n'a pas les codes. Il n'a pas les codes, il essaye de s'en sortir financièrement comme il peut en travaillant dans un fast-food, et il ne s'en sort pas. Et donc il va en plus retourner à Lampedusa régulièrement parce que il voit son île saigner avec des naufrages à répétition, et il veut être auprès de son île, pas auprès des siens, auprès de son île. C'est le rapport à la terre, ce rapport avec ce soleil qui le fuit derrière les hauts immeubles de Milan et qu'il retrouve pleine figure à Lampedusa. Alors moi, je chope pas, enfin j'ai pas de leçon à donner, moi. Première fois que je suis allé à Lampedusa, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'y allais pour faire un reportage sur les migrants, j'ai fait comme tout le monde, le reportage des ONG, l'interview du maire qui à l'époque était... son nom m'échappe, celui de la Ligue du Nord. Et puis j'ai fait aussi les médecins, Pietro Bartolo, qui a une figure très contrastée sur l'île, mais ça il faut le savoir après un moment. Mais en fait, moi, quand je vais dans un lieu de reportage, j'aime bien aussi nouer un lien avec les habitants. Donc là, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais plus par... je posais pas forcément des questions sur les migrants. Voilà, j'étais un journaliste qui était là pour faire une question sur les migrants, mais je posais des questions sur l'île. Et petit à petit, mais je suis pas le seul à le faire non plus, hein, mais petit à petit, il y a un contact qui s'est passé avec les habitants, qui s'est intensifié. Et maintenant, quand j'y allais, j'allais toujours chez les gens, que je connaissais un peu toute l'île. C'est tout petit, donc c'est assez facile. Radio Delta, j'avais fait un magazine sur Radio Delta, qui est la seule radio de l'île. Et donc, du coup, j'avais un contact avec les jeunes de l'île, avec ceux aussi qui s'étaient retroussés les manches pour s'occuper de leur île, nettoyer les plages. Bon, bref, ce contact, il s'est noué petit à petit. En y allant pendant 5 ans, une dizaine de fois, et en y restant longtemps.
C'est pas en y restant 2 jours, c'est en y restant à chaque fois sur des périodes de 10-15 jours. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est longtemps pour un reportage. Et un effet répété fait que... et quand j'ai eu l'idée du roman, parce que après le naufrage de 2013, 2013 est une date vraiment importante à Lampedusa parce que d'une part il y a le pape qui arrive et le pape, enfin pour une fois, ce pape François, il va d'un seul coup donner une dimension inouïe aux gens de Lampedusa qui avaient l'impression d'être abandonnés, ignorés. L'Europe, ils veulent pas en entendre parler. Quand les migrants veulent jouer au foot avec les jeunes de Lille, ils veulent faire le match Afrique-Europe. Les jeunes de Lampedusa disent non, on n'est pas l'Europe, nous on est Lampedusa, c'est Afrique contre Lampedusa. L'Europe, on la reconnaît pas. L'île est le pays de tous sauf le nôtre. Personne ne se reconnaît en nous et on se reconnaît en personne. Ce sont des phrases fortes qui sont dites régulièrement comme ça. Eh bien, quand le pape est venu, il a dénoncé la mondialisation de l'indifférence, il a fait une homélie, un discours politique qui a parlé au cœur de tous les gens de Lampedusa. Ils se sont dit, enfin, une autorité, qui plus est l'autorité religieuse par définition qui vient, et qui nous dit, je suis avec vous, Dieu est avec vous, on ne vous abandonnera plus, ça ne se reproduira plus. Et là, l'île est boostée, mais elle est boostée, dopée par cette intervention papale, et d'un seul coup, il y a un enthousiasme nouveau que l'île n'avait pas connu, Et 3 mois après, le plus grand naufrage qu'ait jamais connu Lampedusa, à 800 mètres des côtes, alors que des navires militaires partout, on se demande encore comment ce bateau a pu passer et sombrer comme ça à 800 mètres des côtes. Et là, c'est les gens de l'île qui mettent les embarcations à la mer. Il est 3 heures du matin, en pleine nuit, toute l'île se met debout. Il y avait 400 personnes à bord, il y aura 323 morts à l'arrivée. Et dans des scènes terribles de corps qui glissent parce que couverts de fioul et les mains qui n'arrivent pas à s'attraper les unes les autres, des gens qui essayent d'attraper les t-shirts, mais comme le futur noyé se débat, eh ben on n'arrive pas, il fait nuit noire, il y a des torches bref, l'enfer, l'apocalypse. Ces gens-là sont mis pendant 3 jours, le Lampedusa et des scènes horribles sur les quais. Bref, je ne veux pas non plus m'étendre avec des mots, avec un jeune âge qui est ici, mais Lampedusa est abattu par le 3 octobre 2013, vraiment. Et les paroles papales sont déjà oubliées. C'est d'un seul coup quelque chose qui fait que y a un nouveau prêtre sur l'île à ce moment-là, et ce nouveau prêtre dit... Et c'est important ce moment religieux aussi, parce que ce nouveau prêtre dit Dieu n'a pas les mots pour décrire ce qui vient de se passer là, et je n'ai pas les mots, et la doctrine ne peut rien pour nous. Nous devons trouver une autre alternative. Nous devons, nous, communauté, se réunir et trouver la foi, prier et trouver l'espoir ailleurs, en observant un devoir d'humanité. Et ensemble, dans l'Église, sans se référer à Dieu, pour la première fois, un prêtre va avoir des mots très forts pour la communauté de Lampedusa. Mais juste après ça, plus personne ne croit en rien. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas un livre... Alors, je l'espère en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà lu, je ne voulais pas que ce soit un livre lourd. Beaucoup peuvent le percevoir comme ça, mais je veux que ce soit aussi un livre d'espoir. Parce que ce Niccolò, on ne connaît pas son nom pendant tout le roman. Lampedusa n'a pas de nom. Et à la fin, la dernière ligne du livre, mais bon, je ne dévoile pas grand-chose, c'est « Au fait, moi je m'appelle Niccolò et je vis à Lampedusa, c'est l'île au centre de la mer. C'est mon île au centre de la mer. » Ça veut dire que il est arrivé à se déterminer. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Il y a une grande critique du monde politique pour son irresponsabilité sur les choses. Encore une fois, il n'est pas question de penser qu'on soit pour ou contre l'immigration, mais les gens voient bien que rien n'est fait pour arrêter les choses. Et on a l'impression, à Lampedusa, qu'il y a comme une économie de l'urgence qui est entretenue pour justement détourner des fonds et faire de l'argent sur cette question-là,
Qui plus est, on a aussi l'impression à Lampedusa et il n'y a pas qu'à Lampedusa qu'on peut avoir cette impression, que l'immigration est toujours utilisée comme une visée électoraliste à court terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à longue échéance à l'horizon 2050. Parce qu'on pourra faire toutes les lois. En ce moment, en France, on a le fameux qui a démarré hier matin, débat sur la loi asile-immigration. On peut toujours faire toutes les lois qu'on voudra. Les réfugiés économiques, politiques sont une chose, les réfugiés climatiques vont en être une autre, et ce n'est pas des lois qui vont les arrêter. Donc, à Lampedusa, on a vraiment l'impression que rien n'est fait pour arrêter ce flux et ce reflux. Alors, à Lampedusa, aujourd'hui, on ne voit plus les bateaux arriver, pour la simple et bonne raison que 2 ONG, une étant pour le moment à l'arrêt, une espagnole et une française, SOS Méditerranée et le bateau l'Aquarius, sont mis à la sortie des eaux territoriales libyennes pour essayer de secourir les personnes naufragées. Pourquoi ils n'arrivent plus à Lampedusa? Parce que les embarcations ne sont plus les bateaux d'hier. Dans les premières vagues de migration et jusqu'au début des années 2010, on avait des bateaux d'assez bonne facture, surchargés, mais d'assez bonne facture, et qui pouvaient prétendre arriver jusqu'à Malte ou Lampedusa. Aujourd'hui, ce sont des bouts de bois, de planches, avec des bouées de zodiac qui sont clouées, fabriquées sur la plage, qui prennent la mer et qui ont une espérance de vie de navigation de 10 heures. Donc à 10 heures, on ne va pas bien loin, on sort à peine des eaux territoriales libyennes. Donc à Lampedusa, on n'a plus pour le moment le problème, d'autant que les gens sont souvent maintenant débarqués directement en Sicile. Mais il n'empêche qu'on vit tout de même avec ce traumatisme où ils ont tellement connu d'aller-retour, c'est-à-dire des périodes qui semblaient aller mieux, comme l'année de Mare Nostrum, où le pire succède d'un seul coup à l'espoir, qu'ils ont appris à se méfier de ce que font les lois, de ce que fait l'actualité, ce que peut leur réserver la vie et ce qu'on ne peut pas prévoir, justement. Donc ils sont très méfiants. Mais chacun a, en son âme et conscience, considéré qu'il fallait qu'ils fassent leur vie, qu'il fallait qu'ils devaient prendre en charge leur vie et prendre en charge ce devoir d'humanité. Et que ce devoir d'humanité, c'était pas le mythifier comme des héros, c'était simplement vivre avec ça et le tolérer, l'intégrer et être pragmatique avec ça. Il n'y a plus la notion d'urgence, parce que cette urgence n'existe pas comme dans les dernières années, mais il y a quand même une certaine méfiance, d'autant qu'il faut relancer le tourisme de l'île, il faut relancer une économie de l'île, il faut relancer la vie sur l'île. Et c'est une île, pour ceux qui y sont allés, qui est d'une beauté époustouflante, même si beaucoup la considèrent comme un trou, mais elle a quelque chose à tenter, je crois, le tourisme écolo. C'est-à-dire vraiment vivre en contact avec la nature, vivre avec le rythme du soleil, des éléments naturels, faire un tour en mer, faire de la plongée sous-marine, mais évidemment se coucher, pas de boîte de nuit, pas de choses comme ça, un resto le soir, mais vraiment un tourisme zen et écolo. Il y a peut-être une carte à jouer là-dessus, oui. Mais en attendant, Giusy Nicolini, Pietro Bartolo, qui sont des héros à travers l'Europe, qui ont reçu moult prix. Giusy Nicolini, qui était l'ancienne maire, qui a reçu un prix à l'UNESCO et qui a obtenu même pas 900 voix aux dernières municipales, qui est arrivé 3e. Et c'est donc un vieux de la vieille qui était le patron des pêcheurs dans les années 90, qui est donc devenu nouveau maire avec un discours fermé sur l'immigration. Donc vous voyez que sur l'île, il y a toujours un mouvement de balancier. Il y a aussi le problème avec la mafia, parce que la mafia existe aussi à Lampedusa. Là, les migrants étant un marché, on peut bien penser que la mafia n'est pas absente, notamment sur les questions foncières et immobilières, et sur la crise des déchets également. Je voulais ajouter une chose qui était, je ne sais plus, peut-être Bartolo, merci. Pietro Bartolo, qui est aussi un médecin qu'on a vu dans Fuoco Amare, qui a sorti un livre, qui est un personnage fantastique, et il est fantastique, parce que lui aussi, à la manière de tous ceux qui se sont démenés pour sauver des vies, enfin, c'est lui qui allait chercher les corps, c'est lui qui avait eu cette expérience incroyable de 5 morts dans des housses mortuaires. Il va en ouvrir une, et il va s'apercevoir, en vérifiant toutes les personnes, qu'il y en a une qui respire encore, alors qu'elles étaient normalement parties pour la morgue. Et donc, il dit cette phrase: heureusement que j'en trouve un de temps à autre comme ça, sinon je serais fossoyeur et je ne serais pas médecin. Et en effet,
ce médecin est presque mélancolique et a une maladie de l'âme, quoi, tellement il intervient auprès des migrants. Mais auprès des gens de Lampedusa, il est très mal perçu. Il est très mal perçu parce qu'il n'intervient pas pour les gens de Lampedusa. Il est absent. C'est le seul médecin de l'île. Et donc, prenons simplement l'exemple des femmes qui vont accoucher. On ne peut pas accoucher sur l'île. Et Pietro Bartolo ne cesse de dire, on n'a pas le matériel, on ne peut pas pratiquer d'accouchement, on n'a pas le matériel pour ça, aller accoucher en Sicile ou ailleurs. Donc, on va prendre, si on ne prend pas le bateau, qu'on prend l'avion, vous savez que c'est au 7e mois maximum, au-delà du 7e mois, on ne peut pas prendre l'avion, donc soit on attend le dernier moment pour y aller en bateau, mais bon, le ferry c'est 9 heures avant de rejoindre Agrigento, soit on part 2 mois avant, enfin bref, c'est toute une organisation. Et d'un seul coup, Pietro Bartolo va accoucher régulièrement des Nigérianes qui arrivent et qui sont traumatisées, qui ont vécu un choc et qui accouchent souvent de préma. Et donc, dans la notion d'urgence, il va les accoucher. Et l'île ne supporte pas ça. L'île ne supporte pas. C'est tout comme ça devient une réserve naturelle pour les tortues, où d'un seul coup, WWF va installer un centre pour préserver les tortues avec des appareils de radio pour qu'on puisse faire des radiographies à l'intérieur du corps des tortues pour voir ce qu'elles ont, alors qu'il n'y a pas une radio possible à Lampedusa et que des gens qui souffrent de cancer sont obligés d'aller à Catagne ou Palerme pour se soigner et que rien n'est fait pour eux. Donc il dit souvent, c'est tout pour les migrants et les tortues et rien pour nous. Donc il y a cette ambiance-là aussi très ambivalente avec les autorités et qui aurait tendance à aller aussi contre les migrants, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être contre les migrants, mais quand il s'agit de sauver des vies, tout le monde est d'accord pour le faire. Quand je dis que c'est un paradoxe et faire un reportage sur Lampedusa qui veut explorer toutes ces facettes, ça relève, qu'il n'y a que des gens comme Alexievitch qui pourraient faire ça, quoi. Moi, j'ai préféré la fiction, et parce qu'encore une fois, je pouvais effectivement mettre tout ce que j'avais dans le cœur et dans les tripes quand je voulais faire ça, et que le journalisme doit être trop scientifique et factuel pour que je puisse me lancer là-dedans et de faire un reportage. C'était le grand débat au départ. La maison d'édition préférait peut-être un essai au départ. Moi, j'étais vraiment sur la fiction et je regrette pas mon choix. Et quand je vois les retours qu'on a aujourd'hui, je le regrette doublement pas. Voilà. Est-ce qu'il sera traduit en italien ? Alors ça, c'est un domaine qui m'échappe totalement. Les négociations sont en cours et en très bonne voie, m'a-t-on dit. Voilà, avec 3-4 maisons, mais je n'en sais pas plus. C'est pourquoi la présentation à Lampedusa ? C'est une bonne idée. Vous savez que les gens de Lampedusa, d'une manière générale, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Parce qu'en plus, ils ne se plaignent pas. C'est ça ils ne se plaignent pas. Ils ont détesté Respiro, mais ça c'est tous les Italiens. Respiro avait été tourné à Lampedusa. Ils n'ont pas aimé Fuoco a Mare. Comment ? Non, ils ne sont pas les seuls, bien sûr. Mais ils n'aiment pas, dans le travail des journalistes, ils ont l'impression qu'il y a toujours des tentatives de récupération. Et ça, ils ne le supportent pas. Quand les journalistes viennent les voir, ils leur disent « Alors, décrivez-nous Lampedusa et viens avec moi sur la plage des Conigli avec une bouteille de vin blanc, on va la descendre tous les deux, on va se prendre une bonne murge et là tu comprendras Lampedusa. » Bon, le journaliste, il rit jaune, il repose sa question et c'est des questions qui les énervent farouchement. Il demande à ce que l'île, qu'on vive l'île et qu'on arrête de vouloir l'intellectualiser à tout prix. Je trouve que la démarche intéressante. Et là aussi c'est très drôle, c'est qu'à Lampedusa, bon, les restaurants de la Via Roma, c'est une petite rue, parce que Lampedusa c'est la Via Roma et puis c'est la Via Vittorio Emanuele qui descend à l'aéroport. C'est vraiment un petit rectangle avec le port. Et à la Via Roma, il y a 3 restaurants et ils ont chacun la spécialité culinaire de Lampedusa, mais c'est pas la même. Elle n'existe pas, la spécialité culinaire de Lampedusa. Et donc, ça aussi, c'est quand on sait à quel point la cuisine est importante dans ce pays, de voir qu'ils se chamaillent pour revendiquer une spécialité qui est jamais la même. C'est pour ça que moi je m'amuse à faire la grand-mère qui essaye d'inventer la spécialité culinaire de Lampedusa en mélangeant plein de trucs et en transformant sa cuisine en laboratoire tous les jours.
parce que c'est assez marquant aussi ce besoin identitaire et en même temps de recherche permanente, et que finalement, bon, on ne se définit plus. On n'arrive pas à se définir. Tout le monde veut qu'on se définisse. On n'y arrive pas. On est entre l'Afrique et l'Europe. On dit qu'on est la porte de l'Europe, mais on n'est pas l'Europe. On est Lampedusa et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je trouvais ça vraiment très fort et très intéressant. Et comment tu définirais ton rapport à toi entre le rêve et la réalité ? Charnel. Vraiment charnel. Entre le rêve et la réalité. Non, ta propension vers le rêve et ta propension vers la réalité, qui sont tes deux côtés. Je crois que je suis resté assez proche de la... Alors justement, le mot réalité m'intéresse beaucoup parce que quand on est journaliste, on veut porter une réalité de terrain. Et c'est normal. On ne parle jamais de vérité. Et j'aimais beaucoup la phrase d'Éric Vuillard, Le Goncourt, qui a dit « La vérité a une structure fictionnelle ». Et je trouvais que, en effet, avec la fiction et avec le bouillonnement d'émotions humaines, Dans la vérité. Pas dans la vérité, mais on pouvait approcher la vérité. Parce que la vérité en soi, elle n'existe pas. Chacun a sa propre vérité. Mais en tout cas, on pouvait approcher une vérité. Et qu'on n'avait pas avec le journalisme. Et là, c'est plutôt... Alors, c'est un peu intellectualiser le propos, mais c'est plutôt le distinguo entre réalité et vérité, ouais. Quoi, en fait, exactement ? J'ai pas écouté. Alors, Héry De Luca, ça fait longtemps que le salon littérature et journalisme à Metz voulait la voir. Et il lui avait envoyé plusieurs mails, il l'avait appelé plusieurs fois et il répondait jamais. Bon, c'est Héry, ça, pour ceux qui le connaissent. Et ils m'ont demandé, puisque je le connaissais, si je pouvais pas l'appeler, voir s'il pouvait venir. Donc, il a dit OK, il est venu. Et donc, on a fait ça en 2 temps. Le vendredi soir, on a fait une très grande soirée dans l'Arsenal, la grande salle de l'Arsenal, sur sa vie, son œuvre. Un peu avec une scénographie qu'on a montée et qui s'est révélée assez forte, émotionnellement parlant. En plus, on a inventé 2-3 choses. Comme il était très lié à Gian Maria Testa, on a fait un hommage à la fin, on a écouté la voix de Gian Maria Testa qui chantait avec la salle plongée dans le noir. Et quand les lumières sont revenues, j'étais allé chercher une bouteille de vin, parce que Gian Maria Testa et Héry De Luca, dans le spectacle, avaient toujours un personnage entre eux qui était une bouteille de vin. Et donc j'ai débouché la bouteille de vin et on a bu ensemble, et on avait fait cette petite surprise de faire entrer dans la salle 350 verres de vin pour les 500 personnes, et qu'on puisse, derrière un verre de vin, finir la soirée en parlant les uns avec les autres autour de l'œuvre d'Héry De Luca. Et le lendemain matin, on poursuivait, mais sur Pêcheurs d'Hommes, dans la chapelle de Saint-Pierre-aux-Nonains, qui est un lieu magnifique, et là où on a eu 500 personnes, où Héry De Luca, qui avait écrit Aller simple sur les migrants, qui est sous la forme du poème, a d'abord dit pourquoi il avait utilisé la forme de la poésie pour écrire ce rapport aux migrants et à Lampedusa, et ensuite pourquoi moi j'avais exploré la fiction pour parler de Lampedusa. C'est-à-dire pourquoi un auteur de prose choisit la poésie, pourquoi un journaliste choisit la fiction. Et ça a été émotionnellement très fort parce que, autant ici vous êtes un public averti parce que vous connaissez la réalité de Lampedusa, mais autant en France, on est totalement largué avec Lampedusa. Personne ne sait rien. Lampedusa, c'est l'île aux migrants, on sait à peine sur une carte où c'est. On voit pas que c'est au sud de Tunis, c'est très près des côtes tunisiennes. Enfin, on ne sait rien de cette île. Et donc, il y a d'un seul coup un intérêt et effectivement, il y a des retours très 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 intéressants et positifs. Et alors, quand on a Héry De Luca évidemment en parrain pour en parler, forcément, oui, c'est assez jouissif, oui. Et ceux qui survivent, comment arrivent-ils à quitter l'île ? Alors il y a tout un système qui est mis en place par les autorités qui fonctionne assez bien, mais qui change en gros régulièrement avec les époques. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y a très peu de migrants qui arrivent à Lampedusa. Il y en a quelques-uns, mais comme j'ai dit, ils sont majoritairement débarqués en Sicile par les ONG. Quand c'est les gardes-côtes italiens qui les récupèrent, mais c'est pas dans leur cahier des charges, donc normalement ils n'ont pas à le faire. Mais quand ils le font, ils les amènent à Lampedusa. Il y a un centre de rétention qui est une ancienne base de l'OTAN, qui est au cœur de l'île. Donc personne ne les voit. Enfin, logiquement, moi je les ai vus la dernière fois à l'Euro 2016. J'étais là-bas à l'Euro 2016. Bon, ils sortaient alors qu'ils n'avaient pas le droit et ils se mettaient dans la Via Roma. Il y avait donc les restaurants, les terrasses, et ils avaient mis des écrans à l'extérieur pour les matchs de foot de l'Euro 2016. Et donc il y a les gens de Lampedusa qui sont évidemment en train de manger, ou des touristes, et eux n'ont pas d'argent évidemment, et ils se mettent juste à la limite de la terrasse et s'agglutinent pour regarder le match. Et il n'y a pas de contact. Les gens ne leur parlent pas et ne parlent pas aux gens. Et ils rentrent dans le centre. Alors, dans le centre, le temps de vérifier les identités, de tout faire, ils y restent en moyenne entre 8 et 15 jours. Et ensuite, ils sont conduits au ferry par bus. Et le ferry, pour qu'il n'y ait vraiment pas de contact avec la population, et le ferry les emmène en Sicile, où là, leur dossier sera examiné. Voilà. Et en Sicile ou en Calabre. Mais leur durée de séjour, mais bon, les règles changent tout le temps. Les règles changent tout le temps. Il fut un temps où ils étaient en liberté sur l'île. Il fut un temps où ils étaient enfermés à triple tour pendant 3 mois. Il fut un temps où on essayait de les assimiler à des travaux. Et puis ce qui a été terrible, c'est surtout le 2011, après les révolutions arabes et les Tunisiens qui sont venus en masse. C'est-à-dire qu'aucune autorité italienne n'avait envisagé que Lampedusa, qui était en face de la Tunisie, allait être d'un seul coup submergée. C'est inouï quand on y pense après. Et donc effectivement, les autorités n'ont pas vu venir la chose. Il y a eu des Tunisiens qui sont arrivés par dizaines de milliers et qui se sont retrouvés sur l'île à frapper aux portes. Les autorités étaient littéralement dépassées, des gens qui entraient dans les cafés pour essayer de réclamer à manger, des queues interminables pour aller aux toilettes, les gens faisaient dehors, et d'un seul coup, donc les autorités ont essayé de reprendre la main. Aussitôt, il y a eu des violences parce que les Tunisiens ont compris qu'ils allaient être expulsés. Donc les violences ont dégénéré parce que s'ils font des actes de violence aussitôt sur l'île, des milices se constituent pour se bagarrer avec eux. Ceux qui avaient ouvert leurs portes, finalement, ont sorti les gourdins, et tout ça parce que les autorités n'avaient rien prévu, rien anticipé, et que forcément, après, on a traité les gens de Lampedusa de racistes parce qu'ils attaquaient les Tunisiens, mais on oublie de décrire le contexte qui avait été créé et qui n'avait pas été du tout anticipé. Encore une fois, ici, l'actualité de Lampedusa vous parle tous, mais là-bas, donc dans ce pays qu'est la France, Lampedusa, est-ce que vivent ces gens-là? On ne l'imagine pas une seconde. Donc voilà, ça m'intéressait de porter ce projet. Merci à vous si vous n'avez plus de questions. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.